Pour mettre en place un dialogue structuré jeunesse en Bretagne, l'enjeu principal est de mettre tous les acteurs de jeunesse autour de la table. Mais qui sont les acteurs de jeunesse aujourd'hui? Je suis éducatrice de rue à la prévention spécialisée. Animatrice dans un accueil communal. Je suis conseiller en insertion pro en mission locale. Monitrice éducatrice dans un centre social. Animatrice en résidence jeunes travailleurs. Je suis éducatrice spécialisée dans un PAEJ. Je suis éducateur sportif dans un IME. Je suis conseiller principal d'éducation dans un lycée. La région Bretagne et ses partenaires du plan breton de mobilisation pour les jeunesses vous présentent les cafés coop jeunesse. Venez à la rencontre des acteurs jeunesse des territoires, une fois par mois, le vendredi, après la pause déjeuner. Bienvenue! Vous retrouvez toujours dans notre studio situé au siège du conseil régional à Patonne, à Rennes. Alors, les cafés coop jeunesse, c'est l'opportunité un vendredi par mois pendant 45 minutes de découvrir un acteur jeunesse, son mode de fonctionnement, mais également les partenariats et coopérations qu'il tisse ou est en train de mettre en place sur son territoire. Avant un premier temps d'échange avec nos invités, toutes vos questions qui auront été déposées sur le chat nous seront relayées et nous y répondrons avec nos invités. Un petit point d'attention avant de commencer complètement cet entretien. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos micros et vos caméras. Merci beaucoup. Alors pour ce nouveau rendez-vous, je vous propose de mettre un coup de projecteur sur les centres sociaux et socioculturels de Bretagne avec une illustration d'action menée avec d'autres partenaires, à savoir les juniors associations. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, trois invités, deux représentantes de la Fédération des centres sociaux de Bretagne, Michel Trélu, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fédération. Muriel Denalou, bonjour. Vous êtes quant à vous déléguée fédérale en charge des jeunesses à la Fédération. Et puis Fabien Gidouard, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur adjoint du centre social de Fougères et vous êtes aujourd'hui relais départemental au nom des JA, des juniors associations dans le 35. Alors, pour débuter, Michel Trelu, peut-être de quoi parle-t-on quand on parle d'un centre social? C'est quoi exactement? C'est peut-être un petit peu flou. Alors, c'est vrai que le centre social, on a toujours tendance à le regarder comme un espace qui accueille plutôt des publics précaires et uniquement avec ce regard-là. Et il faut savoir que c'est une structure d'abord implantée sur un territoire, que ce soit au milieu urbain, pour la plupart d'entre eux, ou en milieu rural aussi, et qui structure un petit peu la vie sociale sur un territoire, le leur, bien évidemment. Ils ne travaillent pas tout seuls, ils travaillent avec tous les acteurs qui sont sur ce territoire de vie. Et le centre social a pour vocation d'accueillir de façon inconditionnelle à peu près tous les publics. On dit à peu près, c'est vraiment ouvert à tout le monde, de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, en passant par le public qui passe et qui voit qu'il y a quelque chose, qui va se renseigner, etc. Donc, ça sert à quoi? Alors, on y va pour faire quoi? Alors, on y va la plupart du temps, dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle, nous, les 3 raisons. On y va dans un premier temps parce qu'on a besoin d'un service, on veut un renseignement, on veut une orientation. C'est la première façon d'ouvrir la porte du centre social, peu importe qui y va, puisque c'est ouvert à tout le monde. On parle d'accueil inconditionnel, y compris pour des gens qui n'habitent pas le territoire. Donc ça paraît important. Je pense aux SDF qui n'ont pas d'habitat en tant que tel, mais je pense aussi aux migrants. Enfin, peu importe la personne qui va rentrer et qui va venir demander quelque chose, cette personne sera accueillie, orientée, et puis quelquefois les personnes s'arrêtent parce qu'il y a quelque chose qui les intéresse, soit à titre personnel, soit à titre collectif, et que du coup ils vont participer à des actions collectives qui vont être portées par les habitants qui s'inscrivent dans ces actions-là, quelle que soit leur tranche d'âge, et qui vont développer des actions sur leur territoire de vie ou de façon plus large, sur un territoire élargi avec d'autres partenaires. Donc du lien social, de la convivialité, oui. Et puis cet accueil qui nous paraît fondamental. Donc, soit on a une information, on est à demander et on est réorienté si ce n'est pas là.
Soit on porte quelque chose, un projet, vous parlez de projets portés à plusieurs ou Alors, oui, des projets, ça peut être un besoin pour, je pense, les familles monoparentales, par exemple, qui ont des problèmes de garde collective, qui vont à un moment donné se dire, mais si on veut sortir le soir, on n'a pas de famille à proximité, comment est-ce qu'on fait? On n'a pas un réseau relationnel, comment on s'organise, etc. Ça peut partir d'un exemple comme ça, ou des jeunes qui disent, mais on n'a pas d'espace pour se réunir, pour travailler sur un certain nombre de projets qu'on pourrait émettre, soit pour se déplacer, soit pour participer à des activités ou même en créer. C'est un lieu où on peut venir discuter, trouver de la ressource, des appuis, de façon à pouvoir créer ce projet-là on a un besoin. avec eux. On a un besoin. On essaie de partir du besoin individuel des personnes et de le mettre en relation avec le projet qui relève des mêmes thématiques ou des mêmes préoccupations pour essayer d'avancer. Espace de vie sociale, centre social, c'est un peu pareil? Alors, espace de vie sociale, on en parle parce que c'est souvent de petites structures qui n'ont qu'une personne salariée la plupart du temps, qui ne couvrent donc pas un champ d'activité aussi large qu'un centre social. Et que du coup, ils s'intéressent aussi peut-être plus prioritairement sur des problématiques qu'ils peuvent porter. Ils ne vont pas toutes les porter parce qu'ils n'ont pas les forces suffisantes. Voilà, mais c'est la même chose. C'est la même chose, une spécificité du centre Voilà. social. On a parlé de donner le pouvoir d'agir aux habitants. Tout à fait. C'est la même forme. On parle souvent de projets construits à l'initiative des habitants. Il nous semble important, les habitants sont les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin. Et donc, on s'appuie sur cette expertise pour essayer de voir comment on peut faire bouger un petit peu les choses sur le territoire. Donc sur l'ensemble de la Bretagne, le maillage est assez... Alors, pour le maillage des centres sociaux en Bretagne, il y en a plus sur l'Ille-et-Vilaine et le Finistère. Il y a l'histoire de la construction de ces départements et puis du maillage territorial et des initiatives d'habitants. Là, pour le coup, c'était un peu plus compliqué sur le Morbihan et les Côtes-d'Armor parce qu'il y avait des portages qui étaient différents, notamment dans le 22, où le portage, la gestion des centres était portée par la Caisse d'allocation familiale et l'initiative des habitants était peut-être plus réduite à un petit groupe d'habitants moins élargi, etc. Bon, aujourd'hui, les choses se passent différemment. La CAF, bien évidemment, est porteuse aussi de cette nécessité de faire valoir l'initiative des habitants et que, pour le coup, on est sur les mêmes valeurs et sur les mêmes centres d'intérêt. On élargit, on parle de la fédération. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations? Cette fédération, nous l'a présentée. Elle existe depuis combien de temps et combien de structures? La fédération, alors avant la fédération, il y avait un groupement. Un groupement avec 8 structures réparties entre le Finistère et le 35, qui se sont regroupées parce qu'elles avaient besoin d'agir ensemble, de défendre un certain nombre de conceptions du centre social, de ce qu'on revendiquait comme projet centre social, et qui avaient besoin de se faire connaître et reconnaître. Et ce maillage-là de 8 est passé à 22 en 87, au moment de la création officielle de la reconnaissance par la Fédération nationale des centres sociaux de France. Donc, on a créé, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, cette fédération. Et depuis, on a grossi. L'ambition, c'est pas de grossir indéfiniment, hein, mais c'est la fédération œuvre sur des territoires, se fait connaître et reconnaître, et ce sont les structures qui nous interpellent lorsqu'elles ont envie de nous rejoindre ou parce qu'elles ont besoin d'être soutenues, besoin aussi de se fédérer pour échanger sur les pratiques. Voilà, aujourd'hui, c'est plus de 70 structures réparties sur les 4 départements. Avec, ces structures sont portées, composées, c'est associatif, c'est... Alors, majoritairement associatif, 10% à peu près de municipaux, et puis je dirais à peu près encore 5-6% en gestion CAF. Voilà.
les rôles et missions de la fédération. Donc, travailler ensemble, animer le réseau, réunir. Apporter de la ressource, mutualiser des moyens, animer un petit peu des temps de réflexion, essayer de nourrir aussi toute la réflexion autour de problématiques qui se font jour sur le territoire, et représenter, ça c'est une fonction quand même de plus en plus importante, représenter les structures auprès des institutions de façon à faire connaître, là aussi, tout l'intérêt et la pertinence d'un centre social inscrit sur un territoire de vie. Concernant les thématiques, parce que là, on est vraiment focus acteur jeunesse, j'imagine que c'est transverse, c'est multiple. Oui, le centre social, c'est vraiment intergénérationnel, ça accueille tout le monde, donc de la petite enfance jusqu'au 3e âge, voire 4e aujourd'hui. Donc, ça se préoccupe de tout le monde, et donc j'ai perdu le fil. Non, la mobilité, j'imagine le logement. La mobilité, le logement, la santé, tout ce qui fait la vie quotidienne des habitants. Muriel, j'ai envie de vous demander, vous êtes plus, vous, sur le département 35. Comment est-ce que, du coup, par rapport aux acteurs, la lisibilité d'être un acteur jeunesse aussi, d'être une composante à part entière, parce que peut-être plus estampillé, j'ai envie de dire, sur le volet des solidarités. C'est cela? Oui, alors effectivement, souvent les centres sociaux sont plutôt reconnus sur le volet des solidarités, sur l'animation de la vie globale, alors que pour autant, on accueille de plus en plus de jeunes, donc de la petite enfance à l'âge adulte. Donc on a beaucoup de jeunes adultes qui fréquentent les centres sociaux, quoi. Et donc, de ce constat en fait, d'augmentation de fréquentation d'un public jeune au sein des centres sociaux, la fédération a voulu acter son ambition pour la jeunesse. Donc, elle a un projet fédéral. Dans ce projet fédéral, il y a un axe jeunesse fort qui est affirmé, qui est porté. Et puis aussi, aujourd'hui, dans le réseau, on parlait de plus de 70 structures. Environ 50 ont des actions sur le volet jeunesse, et ont aussi, dans leur projet social, un axe jeunesse clairement défini, identifié en réponse en fait, aux besoins des habitants et des jeunes. On a aussi, en termes de visibilité, des actions qu'on mène aussi en partenariat avec d'autres mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. Donc, par exemple, on travaille beaucoup avec le CRIJ, donc le Centre régional Info-Jeunes. Il y a des centres sociaux qui sont eux-mêmes labellisés Info-Jeunes. Si ce n'est pas le cas, ils vont aussi collaborer avec le point Info-Jeunes de leur territoire et répondre aussi aux besoins d'information des jeunes. On travaille aussi avec l'URAGE. On a aussi des permanences missions locales, éventuellement dans certains centres sociaux. Voilà, donc tout ça contribue à renforcer la lisibilité des actions menées par les centres sociaux en faveur des jeunes. De plus en plus donc, de jeunes présents à tous les âges de la vie, à tous les âges de la vie, on entend jusqu'à le jeune adulte, et composante forcément d'une famille, donc à un moment par un bout, par un autre. Oui. Alors effectivement, au niveau des thèmes qui sont traités au niveau de la jeunesse, on va avoir les loisirs, on va avoir aussi la question du numérique, la question d'accès aux droits, on va aussi avoir des questions de parentalité, beaucoup pour les jeunes adultes. Donc c'est des portes d'entrée aussi qui permettent d'accompagner aussi les jeunes en fonction de leurs problématiques et de leurs besoins. Mais aussi des parents. Des parents. Voilà. À l'inverse, sur les questions aussi du jeune qui grandit aussi au sein de la famille et qui peut questionner aussi par moment. Donc effectivement, c'est dans les deux facettes, effectivement, voilà, de la parentalité pour le jeune adulte, mais aussi pour la famille. Pour la famille. Donc là aussi, c'est de l'information, des projets. Ça peut être aussi des projets dans ce cadre-là. Jeune famille. Oui, il peut y avoir des projets de cette nature-là, des échanges entre plusieurs, des groupes de parole quelquefois, ou quelquefois des interventions aussi avec des intervenants extérieurs qui peuvent illustrer ou donner de l'information sur la question posée. Sur des partenariats menés donc avec d'autres partenaires, on a vu que vous avez cité le CRIJ et l'URAGE. J'imagine que peut-être d'autres, il y a de la place pour tous les partenaires, et il y aurait des trous dans la raquette peut-être à venir combler. Alors, je sais Qu'est-ce que vous aimeriez Je ne sais pas s'il y a des trous dans la raquette, mais il y en a certainement à certains moments, peut-être parce qu'on est déjà engagé sur des choses.
un centre social sur un territoire, il travaille jamais seul. Il est implanté, donc il vit à partir de ce territoire-là. Donc, il tient compte des partenaires. On ne va pas aller faire quelque chose qui est déjà fait par une autre structure. Ça semble important. Par contre, sur des champs qui nous sont communs, bien évidemment qu'on va essayer de construire des choses en commun. Voilà, c'est la philosophie un petit peu de la fédération et des centres, et que du coup, on a besoin de cette collaboration. Ça peut être avec un établissement scolaire, une autre association d'éducation populaire, ou des groupes, des collectifs qui se font jour. Donc, on habite dans une société en plein bouleversement, en mutation, où il faut suivre aussi les temps. Sur certaines choses, les temps vont assez vite, et sur d'autres, les temps sont plus longs. Donc, il faut s'accorder sur le fond et la forme, j'imagine, des accompagnements. Oui, alors au niveau des partenariats, oui, l'important, c'est effectivement de partager des constats, de définir un cadre, en fait, formel, aussi partagé, pour avancer ensemble, en fait. Donc oui, c'est important, tout à fait. On va mettre un coup de projecteur sur les junior associations à Lévis. Fabien, bon, un projet porté avec d'autres partenaires. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous les présenter, qu'est-ce que c'est qu'une junior association et c'est quoi l'objectif? Oui, déjà, c'est le réseau national des juniors asso, effectivement, qui a été créé en 1998 et qui permet à des jeunes mineurs de pouvoir s'engager et avoir un statut, entre guillemets, associatif, voilà, par l'intermédiaire d'une habilitation par le réseau national. Donc, ça, ce statut permet aux jeunes de pouvoir monter leur projet, de se responsabiliser, de construire. On parlait de collectif, ça se fait vraiment en collectif. Et puis, une des forces aussi de ce dispositif, c'est que ils sont pas lâchés dans la nature, ils sont en sécurité parce qu'il y a un accompagnateur aussi, voilà, qui peut être là, donc qui fait partie d'un acteur local généralement, voilà, du bassin de vie, on va dire, des jeunes de la junior asso, et qui permet de les soutenir, de les accompagner, pas de faire à la place d'eux, mais effectivement, voilà, de débloquer des fois des situations et de les mettre, voilà, de garder en fait cette dynamique tout en sécurité. C'est la philosophie, j'ai l'impression. C'est la philosophie, c'est pour ça que moi je suis directeur adjoint de l'association Famille Active à Fougères, mais c'est bien la fédération qui porte effectivement ce dispositif, qui m'a inscrit dans son projet fédéral jeunesse et qui m'a missionné avec une autre déléguée fédérale aussi, qui est plus elle sur le Morbihan et les Finistère. Ouais. Historiquement, comment ça s'est goupillé, j'ai envie de dire, avec d'autres partenaires? Il y a des acteurs historiques. Réflexion commune, effectivement, avec plusieurs partenaires au niveau national, qui s'est dit les jeunes s'engagent, mais il n'y a pas forcément de dispositif, on va dire aujourd'hui, pour qu'ils soient dans un cadre, on va dire, sécurisant et qui leur permettent aussi d'évoluer aussi à la fois tout seul. Voilà. Et donc, les partenaires historiques qui étaient autour de la table, effectivement, la Ligue de l'enseignement, la Fédération des MJC de France, la Fédération des centres sociaux, voilà. Et puis, effectivement, l'association Gédance. Voilà. Donc ça, c'est les 4 piliers un petit peu voilà, historiques de la création. Tous ces réseaux-là, aujourd'hui, sont encore, effectivement, dans le bureau du réseau national, mais aussi qui a laissé la place aux jeunes. Et maintenant, il y a un collectif de jeunes qui sont on va dire, en co-gestion, on va dire, en parallèle, voilà, de ce bureau. Donc, juste derrière jeunes, c'est quel âge? Alors, les jeunes, là, on parle effectivement des jeunes mineurs, effectivement, de 11 à 17 ans. Il n'y a pas forcément de statut pour des collectifs de jeunes mineurs. Quand on est majeur, il y a la loi 1901 qui permet, en tout cas à tout collectif, de pouvoir s'engager et d'avoir un statut. Voilà. Mais pour les jeunes mineurs, il n'y avait pas. Donc, c'était le premier réseau aussi, voilà, qui a permis à des jeunes mineurs de s'engager. Un dispositif qui, du coup, un double enjeu, et pour les jeunes, on le voit, et pour le réseau lui-même aussi. Tu vas nous expliquer un petit peu. Oui, alors le double enjeu, pour les jeunes, je l'ai déjà dit, voilà. Pour le réseau, effectivement, on est sur le développement du pouvoir d'agir, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc la jeunesse aussi a besoin aussi d'agir
de la manière qu'elles souhaitent. Ce dispositif-là en est une. Des fois, il y a des collectifs qui ne sont pas structurés, qui sont structurés, mais il n'y a pas de statut, etc., comme tout collectif d'habitants. Hein, voilà. Et puis aussi, ça permet, par l'intermédiaire de ces accompagnateurs, d'ouvrir le champ aussi, de faire connaître ce dispositif-là et de travailler sur des champs communs, de repérer des champs communs, on l'a dit tout à l'heure. Et donc ça, cet intérêt-là, il est double, vraiment, pour les partenaires. Donc ça enrichit le réseau partenarial de la fédération sur des champs communs et on est encore plus fort après parce qu'on partage tout ça et on échange et on peut agir collectivement derrière. Les champs communs, ce qui permet du coup de voir comment chacun fonctionne, quel clé il peut apporter, comment ça se construit. Oui, c'est ça, c'est comment ça peut effectivement, que chacun fait, comment il fonctionne, mais surtout de repérer, pour moi, vraiment les champs communs et que si on y va seul, on ne va pas aller très loin, alors que si on y va ensemble, effectivement, on a plus de force, plus de poids. On parlait d'évolution aussi de la société, ça va très vite et effectivement, on ne va pas tous à la même vitesse et quand on est plusieurs, du coup, ça va beaucoup plus vite et c'est plus simple d'y répondre en tout cas. Des exemples d'associations qui sont montées sur des projets. Alors là, on monte une asso pour un projet, pour faire venir un projet. Oui, différents. Effectivement, on a des jeunes qui ont monté une junior asso pour créer un festival effectivement sur leur commune. D'autres ont parlé de manque de locaux, effectivement, pour se retrouver, ont monté une junior asso pour avoir un statut et que la collectivité puisse mettre à disposition des locaux parce qu'ils ont ce statut, parce qu'ils ont cette assurance-là, etc., leur permet de pouvoir accéder à des locaux. D'autres jeunes ont envie de faire du loisir ensemble, notamment dans le rural, où il n'y a pas forcément un service jeunesse ou de service en tout cas pour les jeunes sur leur territoire. Et donc, en fait, ils ont envie de dynamiser la vie locale, se retrouver entre jeunes pour pouvoir répondre à leurs besoins, questions de loisirs, de s'évader, découverte du monde, etc. Est-ce que vous avez des projets en lien avec l'intergénérationnel inspirés de dispositifs que d'autres groupes peut-être auraient mis en place et du coup Oui, on a, il y a une junior association par exemple à côté de Vitré qui propose des services aux habitants et de tout âge justement, des petits services comme les tondre de la pelouse, tailler la haie, aller chercher des courses, etc., etc. Et donc en fait on est bien effectivement là sur le côté intergénérationnel du projet, clairement. Quels sont les liens sociaux et quelles sont les attentes en termes de coopération entre les différents acteurs? De faire connaître, justement, là, avec ce webinaire, on donne à voir aussi, c'est d'essaimer, Oui, le fait de connaître, que ce soit la fédération, que ce soit son projet fédéral jeunesse, ou que ce soit le dispositif Junior Asso, qui est un dispositif parmi tant d'autres, et d'apprendre à se connaître, pour moi. Développer le réseau, de faire du commun, de pouvoir y répondre collectivement, et puis effectivement de pouvoir faire en sorte que tous ces dispositifs qui existent puissent arriver dans nos réseaux, dans tous les réseaux, pour qu'on puisse mieux répondre encore aux besoins, aux attentes des jeunes par l'intermédiaire de ces dispositifs qui existent, alors qu'on ne les connaît pas tous. Voilà. Vous êtes relais départemental pour le 35. Oui. Comment ça se passe dans les autres départements? Est-ce que vous êtes en recherche aussi de relais et justement de donner à voir? Alors, sur comment ça se passe au niveau de la région, effectivement, on a d'autres réseaux, donc la Ligue de l'enseignement aussi, que ce soit sur les 4 effectivement, départements, les MJC, on a l'État aussi via la SDGUS 22 qui est présente avec nous. Et donc, décliner ce que c'est c'est l'enseignement Jeunesse et Sport 22, en fait, le nouveau nom en tout cas. Et on a une organisation régionale, effectivement, et on organise tous les ans les rencontres régionales des juniors assos, qui permet à la fois aux acteurs, aux accompagnateurs, et nous aussi d'entretenir le travail de réseau, de se connaître, mais aussi de réunir une centaine de jeunes chaque année de divers horizons et divers projets, en tout cas juniors assos, et de pouvoir échanger ensemble, faire du lien et puis d'avancer dans les projets. Donc, département par département, la tête de pont, si je peux me permettre, n'est pas forcément toujours la même structure.
La Ligue est plus dans le 29, ça va tourner. Oui, historiquement, en fait, on s'est réparti un peu les territoires en fonction des forces vives qu'il y avait à l'époque. Ça n'empêche pas, en fait, que la Fédé soit dans le 29 aussi, etc. En fait, le jeune peut choisir aussi, quand il monte son dossier d'invitation de Junior Asso, ben, il a tous les relais présents. Donc, des fois, il va choisir la localité, parce que pour lui, c'est plus proche de chez lui, donc d'avoir cet accompagnateur-là. Ou alors, il va choisir un réseau, parce qu'il fait partie déjà d'un réseau. Ouais. Dans cette dynamique, vous avez des envies pour aller encore plus loin, plus grand avec d'autres acteurs? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, l'avenir, on a dit que la société évoluait, etc. Nos modes aussi de financement aussi évoluent, etc. Et je pense qu'il faut qu'on se réunisse, qu'on soit un peu créatif et puis qu'on prenne les devants, en fait, au lieu qu'on nous impose et ça soit du descendant, en tout cas, sur toutes ces choses-là. Je pense qu'on a plus à faire à se réunir et être force de proposition pour demain que d'attendre ou d'être contraint de faire comme ça parce que voilà, je pense que tous les réseaux ont une force et si on se met à plusieurs, on peut être vraiment force de proposition et aller de l'avant. Et c'est vraiment ça. Donc, un groupe de réflexion sur comment est-ce qu'on imagine les choses, comment est-ce qu'on peut les mener ensemble? Oui, pourquoi pas, oui, oui. Groupe de réflexion, groupe d'échange, quelles sont nos habitudes, comment on peut y aller. Et ça, effectivement, ben voilà, c'est des objectifs aussi hein, pour la fédération d'ouvrir avec d'autres champs. On parlait du CRIJ, on parlait du RAGE, on parlait de toutes ces fédés et ces mouvements-là. Ben ouais, plus on est nombreux et plus ça va être facile de porter la parole et de dire, ben, nous, c'est comme ça qu'on a envie d'aller, quoi. Sortir de l'entre-soi. Exactement. Oui. Michel, vous avez je pense que tout a été dit. Au contraire, je trouve que ça a bien mis en évidence la façon de coopérer. Sur les journées régionales, le prochain rendez-vous, donc justement de réunion des acteurs, ce sera Belle-Île au mois d'octobre. Belle-Île-en-Mer, effectivement, le 24-25 octobre cette année. On essaye toujours de trouver un lieu ou un endroit qui dépayse un petit peu tout le monde. Tous les jeunes n'ont pas la chance d'aller au bord de mer, de prendre le train, de prendre un bus, de prendre le bateau, là, cette année. Voilà. Donc, on essaye effectivement de mettre un peu entre guillemets, de rêve aussi dans ce dispositif-là pour que ouais, ça donne envie de venir aussi. Pour bien comprendre l'état d'esprit, vous m'avez dit, c'est co-construit et co-porté avec les jeunes, parce que c'est de la force aussi. Oui, on a 2 Junior Asso cette année qui vont venir nous aider dans l'animation et la préparation de ces 2 jours-là, effectivement, sur Belle-Île. Et donc, voilà, eux mènent pas mal de temps. Nous, on va apporter effectivement le cadre, la méthode de projet, on va dire, la structuration de ces 2 jours-là. Mais sur l'animation, ils sont... ouais, ils sont à 100% dedans et c'est eux qui nous disent on devrait faire ci, ça, ça. Nous, on les accompagne pour structurer et que ça soit réalisable, on va dire, le jour J et pas les mettre en difficulté. Donc, les accompagner même dans l'échec? Oui, même dans l'échec. Mais est-ce que c'est ça aussi de les traverser? Oui, parce que ce dispositif-là, vraiment, il n'y a aucune attente de résultat. Effectivement, en tout cas, sur le dispositif Junior Asso, on part du principe qu'un échec, on a toujours appris quelque chose. Donc, ce n'est pas vraiment un échec. Et on ne le nomme pas comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, effectivement, nous, on est là pour que la chute, entre guillemets, elle soit la moins dure possible et même favoriser toutes les conditions pour que ça arrive, quoi, et que ça se passe bien. Donc là, on fait un focus sur les juniors associations, les JA. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça, co-construire, co-porter à plusieurs partenaires peut-être? Alors, on a effectivement ce qu'on appelle le Parlement libre des jeunes, qui est organisé avec la CNRAGE et la Fédération régionale des MJC aussi. Donc, on met en place en fait un temps de recueil de la parole en fait des jeunes sur leurs rêves, leurs colères. Voilà, ça nous met mis en place tous les 2 ans auprès des jeunes de la jeunesse bretonne. Voilà, ce qui permet d'avoir un observatoire aussi des problématiques rencontrées par les jeunes et pour aussi faire le lien avec la notion de partenariat aussi des réseaux. L'observatoire de la jeunesse aussi, la veille qu'on a en tant qu'acteur jeunesse aussi auprès des jeunes, ça permet aussi d'avoir ce temps-là, de partager, de s'enrichir aussi les uns les autres, de quelles connaissances on a aussi des jeunes qu'on côtoie, qu'on accueille, qu'on accompagne. Leurs besoins, exactement. Ouais. L'opération dont vous venez de parler, donc c'est tous les 2 ans? Alors, c'est tous les 2 ans. Là, la dernière a eu lieu en 2020,
2021, je crois, en 2022, enfin, 2022. Donc là, on doit effectivement, on est en réflexion pour mener à nouveau, qui parle de cette réflexion au sein des partenaires. Exactement. Et donc, qui autour de la table? Alors, Avec vous? donc, l'URAGE, Oui. la Fédération régionale des MJC également, et puis après, ça peut être aussi ouvert à d'autres également. Il y a un appel, hein, si. On parle de coopération, partenariat pour vous. Dans quelles conditions c'est possible? Comment ça peut fonctionner? C'est-à-dire que vous l'envisagez comment la coopération? Alors, la coopération, déjà, ça part de la volonté d'agir sur un sujet et de se dire, nous, on peut travailler sur un volet, une question, sur la question de la mobilité, par exemple, mais peut-être qu'on aura besoin d'aller chercher un autre acteur sur cette question de mobilité ou sur, je ne sais pas, si on parle de santé, bien évidemment qu'on va se tourner vers le personnel de santé. Si on travaille sur la question du logement, on va aller voir voilà, en fonction des thématiques, des sujets qui vont être abordés, il y a une nécessité de se rapprocher, d'essayer de faire ensemble et d'avoir une vision un petit peu plus globale des questions, ne pas rentrer dans le sujet avec notre œil, mais bien de l'embrasser dans toutes ses composantes, de façon à y répondre le plus justement possible, si on peut dire les choses ainsi. Votre point de vue? Sur les bonnes conditions pour la création d'un partenariat. Et la réussite? Et la réussite, je pense que c'est la transparence, l'écoute aussi, pouvoir aussi se dire les choses, bien communiquer. Je pense que c'est des éléments essentiels en fait aussi. Et puis nos limites, peut-être exprimer aussi nos limites. Qu'est-ce qui vous concerne? Pour ajouter, effectivement, c'est ce qui fait sens commun. On passe sens commun, effectivement, sur les questions. Et puis, de monter à un moment donné, de passer à l'action ensemble. Dans les conditions de réussite aussi, on peut échanger, mais à un moment donné, il faut qu'on produise ensemble un écrit, une réflexion ou de l'action vers des publics pour que ça puisse perdurer, en tout cas, et on voit quelque chose qui avance. Ça, je pense que c'est une des conditions aussi, en plus de ce qui a été dit. Voilà. Sur le fait d'avancer chacun au silo, chaque partenaire, peut-être la mutualisation et la coopération est possible aussi si on sort du cadre, c'est ce que vous me disiez en préparant ce webinaire, peut-être en étant force de proposition, de proposer autre chose. Oui, je pense que le silo, il a beaucoup de limites aujourd'hui. Il est peut-être rassurant, etc., mais je pense qu'il a beaucoup de limites. Et ce décloisonnement, justement, permet d'avoir une vision beaucoup plus globale des choses et ouvrir un petit peu le champ, quoi. Notre champ d'action, notre champ de vision, parce que les œillères, c'est très facile. Voilà. On est rassuré là-dedans, on ne regarde pas plus loin, mais en même temps, on va pas... on peut faire beaucoup mieux, les forces de proposition, mutualiser les compétences, effectivement. On a tous des compétences, tous les réseaux des compétences. On a des pédagogies aussi différentes sur lesquelles on peut être amené à travailler, à se réinterroger, revoir, peut-être, c'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être celle de l'autre, etc., etc. Et c'est ce qui fait, la plus-value, en tout cas pour moi, du partenariat. Par rapport à tout ce qui est mode d'attribution, enfin de financement sur les appels à projets, comment est-ce que, à votre niveau, on peut pousser un peu les barrières et faire changer les lignes? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une forte attention aux projets, en tout cas déposés, mutualisés, davantage, en tout cas. Et c'est pour ça que le partenariat est d'autant plus important pour répondre aux besoins. Quitte à sortir du cadre un peu en disant nous on fonctionne comme ça, on vous propose ça. Peut-être que si on était plus proactif, ça pourrait faire un... Je pense qu'on est, on est plus fort pour aller argumenter ou demander des choses et avec nos conditions. Je pense à plusieurs. Peut-être rajouter quand même que si tous, on est plus fort en y allant ensemble, tous aussi aujourd'hui disent collectivement, pour le coup, que l'appel à projet il a tendance à projeter les choses sur un temps restreint. Et qu'aujourd'hui, il ne prend pas en compte le fonctionnement des équipes qui travaillent au quotidien. Parce que si on veut travailler sur un projet, derrière, il y a du travail en amont. Et cette partie-là n'est pas prise en compte dans les appels à projets. Et que du coup, peut-être qu'il serait nécessaire de plus
parler de convention sur un temps, quitte à l'évaluer de façon plus annuelle, on va dire ça comme ça, et de voir comment ça peut évoluer dans le temps. Mais en tout cas, il y a besoin d'asseoir et non pas d'avoir simplement une action au coup par coup et qui demain ne sera pas validée par la question qui est traitée et qui va être abandonnée par la faute de moyens. Donc il faut être audacieux, il faut être plus... Oui, et garder le sens global, effectivement, moi je rejoins aussi. L'appel à projet, il cloisonne aussi, il met dans ce système-là. Et en fait, avec ces problématiques de critères, fait qu'on n'a pas le projet dans sa globalité. On le saucissonne, comme il nous saucissonne, etc. Et effectivement, voilà, du jeu d'avoir du projet sur le plus long terme, ou même voilà, avec une évaluation, on va dire, plus par étape, on va dire, il n'y a pas de souci là-dessus, mais effectivement, permet d'avoir garder le sens global effectivement, du projet. On a avancé pas mal dans les discussions. Lucie, avez-vous des questions? Alors, on a une question qui est remontée, alors pas dans le chat, mais une question sur comment ça se passe les centres sociaux aussi dans le milieu rural. Alors, dans le milieu rural, ça va dépendre des implantations. Je pense au centre en milieu rural, centre-Bretagne, ou pas très loin de l'île moyenne. Les champs d'intervention sont très différents. Se pose beaucoup la question de la mobilité pour les publics, et notamment les publics jeunes. Donc ça, c'est une thématique un peu récurrente qui est quand même fortement travaillée, et travailler avec les collectivités, avec les familles, avec les jeunes eux-mêmes, qui eux aussi ont de la ressource et sont force de proposition quelquefois de façon assez phénoménale. Donc ça, c'est plutôt enthousiasmant. Et le milieu rural, il développe les choses aussi avec d'autres partenaires. Je pense à la NSA, par exemple, qui est un partenaire aussi qui peut aider à financer un certain nombre d'actions au milieu rural. Donc ça, c'est important de savoir que selon où on est, on va avoir des choses un peu différentes. Mais pour autant, les problématiques des jeunes aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de différence entre les problématiques de ceux qui vivent en milieu urbain et ceux qui vivent en milieu rural. Ça peut être la mobilité, ça peut être le logement, ça peut être le logement, le bien-être, la question de santé mentale. Et pour compléter aussi ce que dit Michel, il y a aussi beaucoup d'actions à l'éveil qui sont plus fortement développées en milieu rural pour aller là aussi où les publics sont. En fait. Donc voilà, il y a différents projets, différentes actions qui sont menées aussi pour cibler le plus possible les publics les plus éloignés. Et en lien avec le numérique ou l'accès l'accès au droit, l'accès au droit sur le numérique également, tout à fait. On va bientôt arriver au terme de cet échange. Si vous aviez un message fort à faire passer, les uns et les autres, autour des centres sociaux, de ces jeunesses, de la coopération, quel serait-il? J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de ressources autour des jeunes, ils ne sont pas un problème en fait, il faut faire avec. Et c'est surtout pas un problème. Je crois que c'est vrai que souvent ça fait un petit peu peur, peut-être c'est la vitalité de la jeunesse qui fait un peu peur, mais en tout cas, il y a une richesse incroyable. Ils sont bien inscrits dans leur temps. Et peut-être qu'ils ont à nous faire comprendre la façon d'appréhender le monde, la façon dont ils l'appréhendent, et comment nous, on peut accompagner justement leur engagement pour faire en sorte de participer pleinement à la vie sociale sur un territoire. Avoir un œil nouveau aussi sur la manière dont se passent les choses et être dans leur réalité. Tout à fait. Oui. C'est pas toujours à eux de s'adapter, mais c'est à nous aussi de nous adapter à l'évolution, effectivement. Message fort, non, peut-être. Après, voilà, moi, soyons, je sais pas moi, créatifs, en tout cas, voilà, pour répondre aux besoins, aux attentes de ces jeunes. Et prenons les devants. En fait, moi, je pense que voilà, faut pas qu'on attende. C'est pas du tout un problème, effectivement, et comment on peut les accompagner à se sentir mieux, en tout cas, ou les prendre leur place, ou de leur laisser la place. C'est aussi tout ça, voilà, pour moi.
si on veut vous contacter pour mener des projets, poursuivre la conversation. Donc, je pense que tous les contacts seront mis sur le chat pour se rapprocher de vous, de la fédération, des centres sociaux. Alors, Oui. il y a le site de la fédération où l'ensemble des centres figurent sur la carte de la campagne. Et en cliquant sur un centre, on peut avoir l'ensemble des activités, les informations et éventuellement les personnes à contacter. De la même façon, pour l'équipe fédérale, apparaît l'ensemble des informations. Une dernière petite question peut-être sur le cap des jeunesses en 2024 par rapport au PF, au projet fédéral. Alors, le projet fédéral de la fédération est en refonte actuellement, pour la période 2024-2030. Malgré tout, on a une feuille de route en 2024 sur les jeunesses qui est assez clairement définie. Donc, on va organiser notamment une journée régionale dédiée aux bénévoles des centres sociaux, aux salariés et aux professionnels, sur la place des jeunes. Parce que voilà, on parlait justement de la question de la place des jeunes, c'est quelle place eux veulent-ils prendre et comment nous on s'adapte en fait aussi au public, à leurs besoins, à leurs demandes encore plus, au sein de la gouvernance des centres sociaux, mais aussi au sein des actions et des projets que l'on mène. Donc ça, c'est une journée qui aura lieu le 30 novembre prochain. On a aussi beaucoup d'actions menées vis-à-vis des professionnels salariés, notamment une formation-action qui va se mettre en place d'ici fin d'année, début d'année prochaine, pour accompagner aussi la posture des professionnels et sur le thème de comment en fait on passe de la posture d'un animateur loisir à un animateur qui crée les conditions pour que les jeunes prennent leur place aussi et puissent avoir les clés pour agir sur le monde qui les entoure. Voilà, ce sont deux actions phares et on a d'autres aussi, mais les deux principales sont celles-ci pour 2024. Donc un beau programme jusqu'à la fin de l'année, ça va se poursuivre. Merci à tous les trois d'être venus nous apporter cet éclairage, ces informations. On a maintenant tous les éléments pour vous contacter, pour aller plus loin au sortir de ce webinaire. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. Nous arrivons donc à la fin de ce temps d'échange. Merci de l'avoir suivi. Le mois prochain, nous en avons parlé, nous nous intéresserons aux missions locales. Merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.